La légèreté des œuvres de la maturité est trompeuse, car pour Vassili Kandinsky, ce fut plus lent et laborieux qu'il n'y paraît de se créer un langage véritablement libéré de toute attache avec le réel. Et il suffit de voir les nombreuses versions qu'il a laissées de l'Église à Murnau pour deviner une approche un peu obsessionnelle de la perfection. Même s'il prétend laisser parler en lui l'inspiration, Kandinsky réfléchit beaucoup à sa peinture, trop peut-être, comme le prouve son essai du spirituel dans l'art, dans lequel le peintre définit les trois grands principes suivants. 1. L'artiste se doit d'exprimer ce qui est propre à sa personne. 2. L'artiste se doit d'exprimer ce qui est propre à son époque. 3. L'artiste se doit d'exprimer ce qui est propre à l'art. Tous les procédés sont autorisés dès lors qu'ils s'avèrent nécessaires, et Kandinsky de diviser en deux groupes les tendances constructives de la peinture, la composition mélodique et la composition symbolique, puis de conclure que l'art est le seul langage que l'âme puisse entendre. L'impact du livre est tel que Kandinsky se voit porté à la tête de l'avant-garde munichoise. Il prend la direction d'une nouvelle association d'artistes avant d'en démissionner pour fonder, en compagnie de Franz Marc, der Blaureiter, ou Le Cavalier Bleu, dont on peut dire qu'il fut l'initiative artistique allemande la plus importante de l'avant-guerre. Si la première exposition du groupe ne présente que 43 œuvres, la seconde va connaître un retentissement international avec la présence de Braque, de Picasso, de Malevich, de Klee, de Robert Delaunay et du douanier Rousseau. Le Cavalier Bleu brillait en effet par son absence totale de sectarisme et par sa volonté affichée de favoriser la création contemporaine, toute la création contemporaine, des arts plastiques à la musique en passant par le théâtre. La notoriété de Kandinsky s'en trouve encore grandie, il exposera dès l'année suivante à l'Armory Show de New York. Si la critique est sévère, voire malveillante, il est l'objet de l'admiration de ses pairs, comme le prouve cet éloge de Franz Marc. Quand je pense au tableau de Kandinsky, j'éprouve une indicible reconnaissance à l'idée qu'il existe un homme capable de transporter les montagnes. En toute objectivité, c'est en effet la période la plus géniale de Kandinsky, celle où il ose tout, celle où ses audaces sont en parfaite adéquation avec le désir d'un monde nouveau, d'un art nouveau, fait d'une combinaison inédite de formes et de couleurs, en un mot, l'abstraction. Pensez à Kandinsky comme vous pensez à un musicien. Impression, improvisation, composition. Impression, c'est-à-dire ce que ressent l'artiste créateur devant la nature extérieure. Improvisation, ce que lui dicte sa nature intérieure. Composition, enfin, que Kandinsky considère comme ses pièces maîtresses et qui sont comme ses symphonies pour Beethoven. Il les veut parfaites, n'usant de cette dénomination qu'avec parcimonie, au point de renoncer d'appeler ainsi certaines œuvres qu'il juge inabouties. Kandinsky travaille sans relâche, en recherche permanente d'un équilibre absolu, dont il sait pourtant qu'il n'est que chimère. Mais l'euphorie est si belle. La déclaration de guerre brisa cet élan que les peintres du Cavalier Bleu croyaient irrésistible. Vassili Kandinsky quitta Munich pour Moscou, via la Suisse, un peu avant que Franz Marc ne tombe près de Verdun. Auguste Macke, qui les avait quittés fâchés, mourut en Champagne dès les débuts de la guerre, à l'âge de 27 ans. Chargé de mission par les soviets, Kandinsky resta longtemps sans peindre, puis se décida à regagner l'Allemagne en 1921, où il vécut des temps difficiles, tant d'amis morts ou dispersés. Ce fut Paul Klee qui lui remit le pied à l'étrier en lui proposant de le rejoindre au Bauhaus de Weimar. Mais la fracture occasionnée par la guerre ne fut pas ressoudée et Vassili Kandinsky ne retrouva jamais cette audace créative folle qui lui avait permis de se libérer du réel.